Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Sylvain, et on continue de parler du TDAH. Bienvenue chez Odeacre. Cette vidéo est la deuxième d'une série de 4 sur le TDAH, trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Si vous n'avez pas vu la première, je vous mets le lien en fiche et dans la description. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je débute et j'ai besoin de vous. En plus, ça vous coûte rien. C'était l'instant publicité. Générique. La dernière fois, nous avons vu comment fonctionne le TDAH et ses caractéristiques. Aujourd'hui, et comme l'indique le titre de la vidéo, nous allons nous intéresser au diagnostic. Qui fait le diagnostic? Quand? Quoi? Est-ce que le TDAH, ce n'est pas juste un problème d'éducation? On va tenter d'apporter des réponses à ces questions. Attention, je ne suis pas médecin, ni chercheur. Ce qui suit est issu de mes lectures et de ma revue de la littérature scientifique. Allez vérifier dans les sources et n'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai fait des erreurs ou si je suis passé à côté d'une source importante. Et n'oubliez pas que par souci de vulgarisation, il s'agit ici de simplifier. D'abord, il faut savoir que les causes du TDAH, ce qu'on appelle l'étiologie, les causes sont assez mal connues. Le consensus actuel penche pour des facteurs génétiques à environ 80% et des facteurs environnementaux, tels que l'exposition in utero au tabac ou à l'alcool, mais pas uniquement. Dans la dernière vidéo, nous avons vu qu'il existe 3 types de symptômes principaux: l'impulsivité, l'inattention et l'hyperactivité. Mais selon les enfants porteurs de TDAH, ces 3 symptômes varient, et ils varient également selon le contexte. Alors, on connaît pas vraiment les causes, on sait pas vraiment déterminer les symptômes, en fait on crée des troubles, tout ça pour médicaliser nos enfants et aller vers une société d'handicapés. C'est honteux. Pas ça? Reprenons. Non mais parce qu'on dit, hyperactif. Moi à mon époque, on les mettait pas devant les écrans, déjà, on n'en faisait pas des enfants rois. Nous à Noël, on avait une orange, et on était heureux. Mais je peux reprendre ou pas? Oui, non, pardon, mais moi la jeunesse dorée, ça va 2 minutes. Au menu cet après-midi, la préparation des vacances. Et le programme de l'été s'annonce appétissant, avec un séjour à Saint-Tropez et à Cannes. Pour répondre à ces critiques récurrentes, le plus simple à mon avis, c'est de s'intéresser aux études comparatives. En 2000, Susan Sprich et ses collègues comparant des enfants porteurs de TDAH selon qu'ils aient été adoptés ou non. Et leurs résultats sont significatifs. Le facteur génétique est clairement impliqué dans le diagnostic. Ouais. Et les jeux vidéo, et la drogue. On en parle de la drogue. Désolé Jean-Claude, mais là, non. En général, l'identification des symptômes se fait par le médecin de famille, le généraliste. Et c'est lui qui va orienter les familles vers des spécialistes. Le médecin repère et détecte les symptômes du TDAH. Il peut également faire passer un questionnaire aux parents, aux enseignants, comme le questionnaire de Conners. Attention, ces questionnaires n'ont pas de valeur en soi. Il peut aider le médecin à faire son diagnostic. Il peut ensuite éliminer toutes les pathologies ou troubles qui pourraient causer ces symptômes. L'épilepsie ou les troubles de l'audition par exemple. Bien entendu, il faudra orienter l'enfant vers des spécialistes uniquement si ces symptômes perturbent ses relations sociales ou sa scolarité. Il ne s'agit pas de surmédicaliser ou de poser des étiquettes. Il s'agit bien de comprendre les besoins réels de l'enfant pour pouvoir lui apporter les réponses adaptées. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le TDAH peut causer une réelle souffrance chez l'enfant. Une vie sociale compliquée, quand les parents des copains refusent de l'inviter au goûter d'anniversaire par exemple. Alors c'est sûr qu'en période de Covid, c'est pratique, hein, mais c'est pas super sympa pour eux. Souvent, ces enfants souffrent de leur propre comportement. Ils regrettent d'avoir mal agi, ils s'en veulent. Ce ne sont pas des enfants violents ou méchants, ils sont simplement dépassés. Dépassés par leurs émotions, dépassés par leur propre comportement. Mais alors, comment on distingue un enfant malade d'un enfant pourri gâté, quoi? Emmeline déteste recevoir des ordres. Elle ne va donc rien écouter et enfiler son manteau pour suivre sa mère. Allez, on y va. Si? Bah si, on y va. Je reviens. Bah, je dis aussi, on y va. Alors déjà, non, ce n'est pas une maladie, c'est un trouble neurodéveloppemental. Oui, c'est un gros mot, mais on va l'expliquer calmement. Prenons
la définition de trouble mental donnée par le DSM. Un trouble mental est un syndrome caractérisé par une perturbation cliniquement significative de la cognition d'un individu, de sa régulation émotionnelle ou de son comportement, et qui reflète l'existence d'un dysfonctionnement dans les processus psychologiques, biologiques ou développementaux sous-tendant le fonctionnement mental. Les troubles mentaux sont le plus souvent associés à une détresse ou à une altération importante des activités sociales, professionnelles ou des autres domaines importants du fonctionnement. Les réponses attendues ou culturellement approuvées à un facteur de stress commun ou à une perte, comme la mort d'un proche, ne constituent pas des troubles mentaux. Les comportements déviants sur le plan social, par exemple sur les plans politiques, religieux ou sexuels, ainsi que les conflits qui concernent avant tout le rapport entre l'individu et la société, ne constituent pas des troubles mentaux, à moins que ces déviances ou ces conflits résultent d'un dysfonctionnement individuel tel que décrit plus haut. On voit donc que pour être considéré comme trouble, il faut que les perturbations du patient aient associées à une souffrance, une altération de la vie quotidienne. Nous pouvons d'ailleurs bien dire ici qu'un enfant qui serait TDAH dans son fonctionnement, mais dont les symptômes seraient légers, peu perceptibles, et qui n'entraîneraient pas de souffrance ou d'altération de la vie quotidienne, troubles des apprentissages, difficultés à socialiser, troubles dans la vie professionnelle, n'aurait aucune raison d'être diagnostiqué TDAH. Pour résumer, pour qu'il y ait trouble, il faut qu'il y ait des symptômes ou un handicap reconnu par la société. De toute façon, le DSM, c'est bien connu, ça vient de Big Pharma, les laboratoires, Monsanto, tout ça. Il ne faut pas manger avec le diable, même avec une très longue cuillère. Faut pas le faire, parce que sinon, le diable a quelque chose à vous demander. Alors oui, le DSM n'est pas une bible, et certaines critiques sont justifiées. Néanmoins, c'est peut-être l'outil le plus efficace que nous ayons à ce jour. Pierre Schulz a soulevé et répondu à certaines des critiques dans son livre que je vous ai mis en description. Mais c'est pas possible, tout ça pour vendre des médocs. On devrait éduquer les parents, une bonne fessée, ça n'a jamais fait de mal à personne. Alors en fait non. Déjà, les châtiments corporels, c'est interdit par la loi. Ce dont il faut se rendre compte, c'est que le TDAH n'est pas un problème de mauvaise conduite, ou d'apprentissage à l'école, ou de mauvaise éducation. Il s'agit de problèmes bien plus graves, comme par exemple la mort. Les porteurs de TDAH ont bien plus de chances d'avoir des accidents domestiques, des accidents de la route, sont plus exposés au risque de suicide, puis sans aller jusque-là. Ces troubles peuvent être réellement handicapants pour ces personnes. Depuis l'école jusqu'à la vie sociale et professionnelle. Ce n'est pas une question de luxe, c'est un vrai problème de santé publique. Sur les enfants TDAH, par exemple, on parle d'un tiers qui souffrent de solitude. Les problèmes d'estime de soi, les conflits avec les parents, les profs. Donc la réponse doit être adaptée aux besoins de l'enfant et aider à soulager les parents également. Et c'est donc un spécialiste qui essaye d'apporter la meilleure réponse. Il va sans dire que les conséquences du TDAH sont plus importantes si le trouble est diagnostiqué tardivement ou n'est jamais diagnostiqué. En conclusion, le TDAH est un trouble et doit être diagnostiqué de manière clinique par un médecin qui ensuite aidera la famille à trouver la meilleure réponse pour répondre à ses besoins. Mieux comprendre le trouble, c'est aussi aider à le faire accepter par la société, adapter au mieux les réponses et permettre un diagnostic rapide. Nous parlons en moyenne d'un enfant par classe. Dans la suite de cette série, nous aborderons le contexte social et scolaire, et enfin, les mythes et les controverses au sujet du TDAH. C'était Sylvain, merci de votre attention. N'oubliez pas que les partages, likes, commentaires et abonnements aident la chaîne à grandir et m'encouragent à continuer. Sur ce, je vous dis à la prochaine, à bientôt.